Ma sœur, pilote de ligne, m'a appelé. J'ai besoin de te demander quelque chose d'étrange. Son mari, est-il à la maison en ce moment? Oui, répondis-je. Il est assis dans le salon. Sa voix tomba en un murmure. Ce n'est pas possible parce que je le vois avec une autre femme en ce moment. Ils viennent d'embarquer sur mon vol pour Paris. Juste à ce moment-là, j'entendis la porte s'ouvrir derrière moi. J'ai besoin de te demander quelque chose d'étrange. Ton mari? Est-il à la maison en ce moment? La voix de ma sœur, Chloé, crépitait au téléphone depuis le cockpit du vol Air France 447. J'étais dans la cuisine de notre appartement parisien, regardant Antoine par l'embrasure de la porte alors qu'il lisait son journal du matin. Oui, dis-je lentement. Il est assis dans le salon. Le silence qui suivit me parut étrange. Puis Chloé murmura les mots qui firent voler en éclats mon monde entier. Ce n'est pas possible parce que je le vois avec une autre femme en ce moment. Ils viennent de prendre mon vol pour Paris. Derrière moi, j'entendis des pas. Antoine entra dans la cuisine, sa tasse de café à la main, me souriant avec la même expression qu'il avait chaque matin depuis 7 ans. La tasse de café qu'il tenait était celle que je lui avais achetée pour son 40e anniversaire. En céramique blanche avec l'inscription « Le mari le plus adéquat du monde » en lettres noires. Il avait ri en l'ouvrant. Il avait dit que c'était parfait car il ne faisait jamais confiance à quelqu'un qui prétendait être le meilleur en quoi que ce soit. C'était il y a 3 ans, à l'époque où son humour autodérisoire me paraissait charmant au lieu de calculé. « Qui appelle si tôt ?» demanda Antoine, se dirigeant vers la machine à café pour se resservir. Sa routine du samedi matin ne variait jamais. Café, les échos, petit déjeuner léger, puis son match de squash au club de sport avant 11h. Je serrai le téléphone plus fort. La respiration de Chloé était audible par le haut-parleur. Elle attendait que je dise quelque chose, que je réagisse, que je donne un sens à ce qui ne pouvait absolument pas en avoir. Mon mari se tenait à 5 mètres de moi dans notre cuisine. Mon mari était aussi apparemment assis en classe affaires à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle avec une autre femme. Juste Chloé, parvins-je à dire, surprise de la normalité de ma voix. Contrôle avant le vol. Antoine hocha la tête distraitement, versant du café de sa main gauche tout en faisant défiler son téléphone de sa main droite. Ta sœur te salue. On pourrait peut-être enfin profiter de ces avantages de vol qu'elle offre toujours. Ironie de ces mots qui me tordaient l'estomac. Je le regardais se déplacer dans notre cuisine avec la familiarité aisée de quelqu'un qui y avait sa place. 7 ans de mariage avaient créé ses habitudes. Où nous gardions le sucre. Comment il aimait son café, la façon dont il se tenait toujours au comptoir plutôt que de s'asseoir au bar du petit déjeuner. Chloé, je te rappelle, dis-je doucement. Léa, attends. Il faut que je te dise. Sa voix avait la même urgence qu'il y a 3 ans lorsqu'elle m'avait appelé à propos de la crise cardiaque de papa. Cet appel était aussi arrivé un mardi matin. J'étais dans cette même cuisine en train de préparer le petit déjeuner lorsque mon monde avait basculé. Je te rappelle, répétai-je et raccrochai. Antoine leva les yeux de son téléphone. Tout va bien? Tu as l'air pâle. Vraiment? J'aperçus mon reflet dans la porte du micro-ondes. Les mêmes cheveux au beurre attachés en queue de cheval. Les mêmes yeux verts que mon père m'avait donnés. Le même visage qui m'avait regardé chaque matin pendant 37 ans. Mais les mots de Chloé avaient changé quelque chose de fondamental. La cuisine me semblait différente maintenant. Comme quand on remarque qu'un cadre photo a été de travers pendant des mois. Juste fatigué, dis-je, tendant la main vers ma propre tasse de café. Mes mains étaient fermes. 20 ans de travail comme experte comptable judiciaire m'avaient appris à garder mon sang-froid lorsque je découvrais que rien n'était ce qu'il semblait être. Des PDG s'étaient assis en face de moi, mentant effrontément sur des millions manquants, pendant que j'acquiesçais, prenais des notes et rassemblais des preuves. Tu devrais retourner te coucher, suggéra Antoine, son accent parisien enveloppant les mots d'une chaleur familière. Cet accent m'avait charmé lors d'un dîner chez des amis communs il y a 8 ans. Il expliquait la différence entre le rugby et le football américain, gesticulant sauvagement avec un verre de vin, le renversant accidentellement sur ma robe. Sa mortification avait été attachante. Où l'avait-elle été?
Peut-être bien, dis-je, étudiant son visage. La même mâchoire anguleuse, les mêmes yeux verts mouchetés d'or, la même petite cicatrice au-dessus de son sourcil gauche due à un accident de vélo d'enfance. Chaque détail exactement comme il se devait. Mon téléphone vibra. Un SMS de Chloé. Regarde ça maintenant. Une photo apparut. À travers un hublot d'avion, je pouvais voir l'intérieur de la classe affaires. Là, au siège 3B, était assis un homme en costume Tom Ford bleu. La photo était prise d'un certain angle, mais le profil était immistakable. La façon dont il tenait sa tête, la courbe de sa mâchoire, la façon particulière dont il gesticulait en parlant. Antoine, mon Antoine, parlant de façon animée à une femme blonde d'environ 25 ans, sa main posée sur son avant-bras avec une intimité décontractée. Je levai les yeux vers l'Antoine dans notre cuisine, pull en cachemire gris, lunettes de lecture poussées dans ses cheveux, la même alliance à sa main gauche que nous avions choisie ensemble chez un petit bijoutier à Saint-Germain-des-Prés. En fait, dis-je, ma voix étonnamment stable, je pense que je vais faire des crêpes. Des crêpes? Il leva un sourcil. Un mardi? Quelle est l'occasion? L'occasion était que ma sœur regardait mon mari dans un avion pendant que mon mari se tenait dans notre cuisine. Et l'une de ces réalités devait être fausse. Mais je ne pouvais pas le dire. Pas encore. Pas avant de comprendre ce qui se passait. Une femme ne peut-elle pas faire des crêpes pour son mari sans raison? Il sourit. Ce demi-sourire particulier qui autrefois me faisait vibrer le cœur. Bien sûr, mais tu sais que j'ai squash à 11 heures. Amplement le temps, dis-je, sortant les ingrédients du garde-manger. Farine, œufs, lait. Des choses simples qui avaient un sens. Contrairement à la photo sur mon téléphone montrant mon mari à 2 endroits à la fois. Alors que je mesurais la farine dans un bol, je pensais aux petites incohérences que j'avais ignorées au cours des derniers mois. La nuit où il était rentré d'un dîner client sentant un parfum que je ne reconnaissais pas. Le week-end où il était allé à Lyon pour une conférence dont je n'avais trouvé aucune trace en ligne. La façon dont il avait été parfait récemment. Trop parfait. Pas d'anniversaires oubliés, pas de chaussettes laissées sur le sol de la chambre, pas d'habitudes irritantes qui m'avaient autrefois rendue folle mais qui semblaient maintenant étrangement absentes. Je t'aime, dit soudain Antoine, s'approchant pour m'embrasser le front. Ses lèvres étaient chaudes, familières. Je t'aime aussi, répondis-je automatiquement, les mots creux comme le verre doseur dans ma main. Il retourna à son journal, reprenant sa routine matinale. Je le regardais tourner les pages avec des mouvements précis. Chaque geste exactement comme je m'en souvenais, mais la mémoire, j'apprenais, pouvait être fabriquée. La réalité pouvait être éditée. Et quelque part entre ma cuisine et l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, mon mariage s'était scindé en 2 versions. L'une d'elles était un mensonge. Je pris mon téléphone et tapai un message à Chloé. Ne laisse pas cet avion décoller. Mais même en appuyant sur envoyer, je savais qu'il était trop tard. Les moteurs tournaient déjà. La porte était déjà fermée. Et quel que soit le jeu qui se jouait dans ma vie, il avait déjà commencé. Le bruit de la porte de l'appartement se refermant résonna dans le couloir alors qu'Antoine partait pour son match de squash. Je me tenais à la fenêtre, le regardant sortir de notre immeuble, son sac de sport en bandoulière, cette démarche assurée inchangée après toutes ces années. Il tourna à gauche en direction du club de sport, comme il le faisait chaque mardi et samedi. Thermique, prévisible, sauf que plus rien ne semblait normal. Au moment où il disparut au coin de la rue, je me dirigeai résolument vers son bureau. Le bureau en acajou que nous avions acheté lors d'une vente aux enchères à Saint-Ouen était placé sous ses diplômes de l'ENA et d'HC. Tout était méticuleusement organisé comme toujours, mais l'organisation, j'avais appris de mes années d'expertise comptable judiciaire, masquait souvent les tromperies les plus élaborées. J'ouvris mon ordinateur portable et me connectai à nos comptes joints. Mes doigts couraient sur le clavier avec la même précision que j'utilisais pour traquer des fonds détournés pour des entreprises du CAC 40. Les relevés de cartes de crédit se chargèrent lentement, chaque mois révélant un schéma qui me serrait la poitrine. Il y avait là, une dépense au Mandarin oriental de Tokyo du 15 au 18 mars. Je me souviens clairement de ce week-end. Antoine était censé être allé en Provence pour aider sa mère à réorganiser son garage après la mort de son père.
J'avais proposé de l'accompagner, mais il avait insisté pour que je reste à la maison et me repose après un audit particulièrement éprouvant. La dépense de l'hôtel était pour 2 personnes, service en chambre pour 2, soins au spa pour 2. Mes mains tremblèrent légèrement alors que je faisais défiler l'écran. Goodbye. Le Four Seasons. Un week-end où il avait prétendu être à des dîners clients à la Défense. J'étais restée à la maison avec une intoxication alimentaire, trop malade pour me demander pourquoi ces réunions clients nécessitaient des séjours à l'hôtel à 40 minutes de notre appartement. Je sortis ensuite sa carte de crédit professionnel. Plus d'hôtels, plus de restaurants dont je ne l'avais jamais entendu parler, des achats de bijoux chez Cartier qui ne s'étaient jamais matérialisés en cadeau pour moi. Mon cerveau méthodique, entraîné à repérer les irrégularités financières, cataloguait chaque anomalie tandis que mon cœur essayait de les rationaliser. Peut-être que c'était des cadeaux pour des clients. Peut-être que les hôtels étaient pour des cadres en visite. Peut-être qu'il y avait une explication qui n'impliquait pas que mon mari vive une vie entièrement séparée. Mon téléphone sonna. Le nom de Sophie Dubois apparut sur l'écran. « J'arrive dans 15 minutes, dit-elle sans préambule. Et Léa, tu dois te préparer. Ce que j'ai trouvé, c'est considérable. Sophie et moi avions été colocataires à la Sorbonne, toutes deux étudiant la comptabilité avant que nos chemins ne divergent. Le mien vers l'enquête judiciaire, le sien vers ce qu'elle appelait cryptiquement le renseignement privé. Son divorce avec Richard, le trader de la bourse de Paris qui couchait avec son assistante de 23 ans, l'avait transformé d'analyste d'entreprise en quelqu'un qui se spécialisait dans ce qu'elle appelait la reconnaissance matrimoniale. En l'attendant, je continuais mon enquête. Nos comptes d'investissement conjoints montraient une activité régulière. Mais en creusant davantage, je trouvais des retraits que je ne reconnaissais pas. De petites sommes au début, 5 000 ici, 10 000 là, toujours juste en dessous du seuil qui déclencherait des alertes automatiques. Le genre de siphonnage systématique que j'avais vu dans d'innombrables cas de fraude, sauf que cette fois, cela se passait dans mes propres comptes. La sonnette retentit. Sophie se tenait là dans sa tenue entièrement noire habituelle, sa tablette serrée contre sa poitrine, son expression grave. Elle avait eu le même air lorsqu'elle avait découvert l'affaire de Richard. Lorsqu'elle avait dû me parler des dettes de jeu secrètes de mon père après sa mort, lorsque la vie exigeait une honnêteté brutale entre amis. « Montre-moi, dis-je, la conduisant à la table de la salle à manger. » Elle ouvrit sa tablette, ses doigts s'envolant sur l'écran avec une efficacité bien rodée. La femme avec qui ta sœur l'a vue s'appelle Mathilde Leroy. 26 ans, représentante commerciale pharmaceutique pour Laboratoire Silo. Une photo apparut. Blonde, d'une beauté conventionnelle, polie, ce qui suggérait un entretien coûteux. Elle travaille sur le secteur parisien depuis 2 ans. Ses réseaux sociaux sont la plupart du temps privés, mais j'ai réussi à accéder à quelques photos taguées. Les images qui suivirent me firent tomber l'estomac. Mathilde et Antoine dans un restaurant que je ne reconnaissais pas. Mathilde et Antoine dans ce qui ressemblait à un bar d'hôtel à Nice. Mathilde et Antoine à un gala de bienfaisance. La même nuit où j'étais à un congrès à Bordeaux. Depuis combien de temps ? Ma voix semblait lointaine, comme si quelqu'un d'autre posait la question. D'après l'empreinte numérique, au moins 3 mois. Mais Léa, ce n'est pas le plus étrange. Sophie ouvrit un autre écran. J'ai accédé aux images de sécurité de ton immeuble grâce à un contact. Regarde ça. La vidéo montrait le hall de notre immeuble mardi dernier. On y voyait Antoine entrer à 18h47, mallette à la main. L'horodatage correspondait au moment où il était rentré du travail. Tout semblait normal jusqu'à ce que Sophie oume. Regarde son ombre, dit-elle. L'ombre tombait à un mauvais angle. Elle vacillait légèrement lorsqu'il passait sous le lustre. Des détails invisibles à une observation occasionnelle, mais flagrants pour quelqu'un qui cherchait une tromperie. C'est de la technologie deepfake, expliqua Sophie. Quelqu'un a inséré des images fabriquées dans le système de sécurité de ton immeuble. Ce n'est pas un travail d'amateur. Nous parlons d'un logiciel sophistiqué qui coûte des centaines de milliers d'euros à mettre en œuvre correctement. Je regardais l'écran, mon esprit luttant pour comprendre ce que cela signifiait. Pourquoi quelqu'un irait-il jusqu'à de telles extrémités ? C'est ce que nous devons comprendre. Mais il y a plus. Elle ouvrit un autre fichier.
J'ai parlé discrètement à quelques-uns de tes voisins. Madame Dupont du 20e étage a mentionné quelque chose d'intéressant. Madame Dupont, 78 ans, vivait seule avec ses 2 chats persans, passait la plupart de son temps à regarder le couloir par son Judas, le système de sécurité officieux de l'immeuble. Elle a dit qu'elle avait vu Antoine partir avec des valises il y a 3 mois. Le week-end où tu étais à cette conférence à Bordeaux. Elle s'en souvenait spécifiquement parce qu'il l'avait aidé avec ses courses en sortant. Il avait dit qu'il partait pour un certain temps. Je me souvenais de ce week-end. La conférence avait été obligatoire. 2 jours de présentation abrutissante sur les nouvelles réglementations de l'AMF. J'étais rentrée dimanche soir pour trouver Antoine en train de préparer le dîner. Poulet au romarin, mon plat préféré. Il avait dit qu'il avait passé le week-end à organiser son bureau et à rattraper son sommeil. Le bureau avait l'air exactement le même. Mais je suis rentrée et il était là, dis-je, les mots lourds dans ma gorge. L'était-il ? Ou était-ce quelqu'un qui lui ressemblait exactement ? La pièce bascula légèrement. Je serrai le bord de la table, mon cerveau de comptable essayant de créer des colonnes logiques là où il n'y en avait pas, c'est fou. Les gens ne se font pas simplement remplacer. Non, acquiesça Sophie, sa voix douce mais ferme. Ils ne le sont pas. Passant des ressources et une planification importante. Léa, Antoine a-t-il travaillé sur quelque chose de sensible ? Des affaires ou des projets qui pourraient faire de lui une cible ? Je pensais à son travail récent, fusion, acquisition, les activités habituelles de la banque d'investissement. Rien qui semblait valoir ce niveau de tromperie élaboré, à moins qu'il y ait quelque chose qu'il ne m'ait pas dit. Un autre secret à ajouter à la pile grandissante. J'ai besoin de voir plus d'images, dis-je, ma voix plus stable maintenant. Chaque entrée et sortie des 3 derniers mois, reçu de cartes de crédit, relevé téléphonique, tout. Sophie hocha la tête, déjà en train de taper. Je ferai ce que je peux, mais Léa, tu dois faire attention. Qui que ce soit qui fasse cela, que ce soit Antoine ou quelqu'un d'autre, ils ont investi de sérieuses ressources. Ce n'est pas une simple liaison. C'est tout autre chose. Sophie partit après m'avoir donné un téléphone crypté pour la contacter, me conseillant d'agir normalement jusqu'à ce que nous comprenions toute l'étendue de ce qui se passait. Je passai le reste de l'après-midi dans un état d'animation suspendu, nettoyant des choses qui n'avaient pas besoin d'être nettoyées, organisant des fichiers qui étaient déjà organisés. Tout pour occuper mes mains tandis que mon esprit s'emballait à travers des possibilités qui semblaient de plus en plus folles. À 17h30, j'entendis la clé d'Antoine dans la serrure. L'homme qui pourrait ne pas être Antoine. L'étranger qui vivait chez moi, partageait mon lit, jouait le rôle de mon mari avec une telle précision que je ne l'avais jamais remis en question avant aujourd'hui. Je composais un visage qui ressemblait au calme et commençais à préparer le dîner. Ça sent merveilleusement bon, cria-t-il, comme toujours. La routine si familière qu'elle ressemblait à une mémoire musculaire. Je décidai de faire des gambas à l'ail, la recette de ma grand-mère de Naples. La sauce à l'ail et au vin blanc emplit l'appartement de son riche arôme. Ce plat particulier avait une signification dans notre relation. Le vrai Antoine avait une allergie sévère aux fruits de mer, documentée par 3 visites aux urgences au fil des ans. Son bracelet d'alerte médicale porté religieusement pendant 7 ans. Il mentionnait spécifiquement les fruits de mer comme étant mortels. Ton préféré, dis-je, posant l'assiette devant lui. Ma voix sonnait normale, même agréable. 20 ans de maintien du sang-froid lors d'enquêtes de fraude m'avaient appris à compartimenter la panique. Il regarda le plat avec ce qui semblait être un véritable plaisir. Tu n'as pas fait ça depuis des lustres. C'était vrai. Je ne l'avais pas fait parce que mon mari mourrait s'il en mangeait. Mais cet homme prit sa fourchette sans hésitation, tournant les linguines avec une facilité exercée, portant une crevette à sa bouche avec appréciation. Aucune réaction, aucun gonflement, aucune recherche d'épipène, juste un homme qui savourait son dîner. C'est incroyable, dit-il, prenant une autre bouchée. Ta grand-mère serait fière. Ma grand-mère était morte depuis 15 ans, mais elle aurait été horrifiée de me voir servir des fruits de mer à quelqu'un que je testais comme un spécimen de laboratoire. Je le regardais manger, cataloguant chaque geste, chaque expression, cherchant les failles dans sa performance. Alors, dis-je,
lui remplissant son verre de vin avec le calme mesuré de quelqu'un qui discute de la météo. Je pensais que nous devrions rendre visite à ta mère ce week-end. Le vrai Antoine aurait immédiatement inventé une excuse. Sa relation avec sa mère était compliquée au mieux, toxique au pire. Elle ne m'avait jamais approuvé, ne lui avait jamais pardonné d'avoir épousé quelqu'un en dehors de leur cercle social. Nos visites en Provence étaient soigneusement rationnées, nécessitant généralement des semaines de négociation. Ça a l'air merveilleux, répondit-il sans broncher. Elle sera ravie de nous voir. Ravie. Sa mère n'avait jamais été ravie de quoi que ce soit qui me concernait. Je sentis mon téléphone enregistré depuis sa position derrière la corbeille de fruits, capturant cette conversation qui servirait plus tard de preuve de quoi ? Que mon mari avait été remplacé par quelqu'un qui aimait réellement sa mère. Nous pourrions rester tout le week-end. Je continuais à pousser. L'aider avec ce projet de jardin dont elle a parlé. Parfait. Je l'appellerai après le dîner pour lui faire savoir. Le vrai Antoine aurait préféré une chirurgie dentaire sans anesthésie que de passer un week-end à faire du travail manuel pour sa mère. Cet homme échouait à tous les tests, mais réussissait parfaitement à être une meilleure version de mon mari. Après le dîner, nous nous installâmes sur le canapé pour notre routine habituelle du soir. Netflix, conversation légère sur nos journées, le silence confortable d'un couple marié depuis longtemps. Sauf que plus rien ne me paraissait confortable. Chaque geste qu'il faisait, chaque mot qu'il prononçait, donnait l'impression de regarder un marionnettiste hautement qualifié manipuler des fils que je ne pouvais pas voir. Je suis épuisé, annonçai-je à 22h, m'étirant de façon exagérée. Cette audite aujourd'hui m'a vraiment lessivé. Tu travailles trop dur, dit-il, embrassant mon front. Les lèvres étaient chaudes, la pression familière, mais fausse d'une manière indéfinissable. Dans notre chambre, je me changeais en pyjama pendant qu'il se brossait les dents. Les bruits de la salle de bain étaient parfaits, la brosse à dents électrique pendant exactement 2 minutes, le gargarisme de bain de bouche, la routine de lavage du visage. Quelqu'un avait étudié les habitudes de mon mari avec une précision anthropologique. Lorsqu'il se glissa dans le lit à côté de moi, je me forçai à rester immobile. Il se tourna sur le côté, me tournant le dos, sa respiration s'égalisa en quelques minutes. Le vrai Antoine était un insomniaque chronique qui lisait généralement bien après minuit. Cet homme s'endormait comme quelqu'un sans souci, sans secret, sans une identité volée pesant sur sa conscience. J'attendis, comptant ses respirations, jusqu'à ce que je sois certaine qu'il était profondément endormi. Puis je sortis du lit avec les mouvements prudents de quelqu'un qui désamorçait une bombe. Sa mallette était à sa place habituelle à côté de la commode, le cuir usé et doux par des années d'utilisation. La mallette du vrai Antoine portée par un imposteur. À l'intérieur, le contenu habituel semblait normal à première vue, ordinateur portable, divers dossiers, cartes de visite. Mais sous une pile de portefeuilles d'investissement, je trouvai une enveloppe qui n'avait rien à faire là. Mes doigts tremblèrent en extrayant le contenu. Une fiche de paie au nom de Marc Duval, adresse à Montreuil. Une carte du syndicat des acteurs. Mais le plus accablant étaient les notes manuscrites, des pages et des pages écrites d'une autre main, documentant ma vie avec une précision atroce. Ma routine matinale, jusqu'à quelle tasse de café je préférais. Mes schémas de parole avec certaines phrases surlignées. Des détails sur l'historique de notre relation qui ressemblaient à un scénario préparé pour une audition. Léa aime son café avec un sucre, pas de crème. Elle appelle sa sœur tous les mardis et jeudis. L'anniversaire est le 15 octobre. Elle s'attend à des fleurs mais fait semblant que non. Son père est mort il y a 3 ans. Sujet sensible. Elle pleure pendant la scène finale de Casablanca à chaque fois. Notre mariage entier réduit à des points. Une étude de personnage pour quelqu'un se préparant à jouer le rôle de mari dévoué. Au bas de la dernière page, une note d'une écriture différente. 3 mois maximum. Maintenir la couverture jusqu'à la fin du transfert. 3 mois. Cette performance avait une date d'expiration. Je remis les papiers dans la mallette de Marc avec des doigts tremblants, mon esprit traitant les implications de « transfert terminé ». Transfert de quoi ? Nos avoirs. L'appartement. Toute ma vie. Je photographiais chaque page avec le téléphone crypté que Sophie m'avait donné,
puis je me glissai de nouveau au lit où l'étranger portant le visage de mon mari continuait de dormir paisiblement. Le lendemain matin, dimanche, je regardais Marc effectuer sa routine matinale avec une clarté nouvelle. Chaque geste était étudié, chaque mot soigneusement choisi. Lorsqu'il mentionna la nécessité d'aller à la salle de sport, j'inventai une crise client urgente nécessitant une attention immédiate à mon bureau. Il leva à peine les yeux de sa tablette, me saluant de la main avec la distraction de quelqu'un dont l'esprit était déjà ailleurs. Mon immeuble de bureau était vide le dimanche matin, juste les gardes de sécurité et les fantômes des crimes financiers. Je m'enfermai dans mon bureau d'angle surplombant la place de la Bourse et ouvris mon ordinateur portable avec la détermination de quelqu'un sur le point d'opérer sa propre vie. Le logiciel d'expertise comptable judiciaire que j'utilisais pour traquer la fraude d'entreprise allait maintenant disséquer mes finances personnelles. Je commençai par notre compte courant joint. Les 3 derniers mois révélèrent un schéma si subtil que je l'aurais manqué sans chercher spécifiquement le vol. Des transferts de 9 999 €, juste en dessous du seuil de déclaration fiscale. Vers des comptes que je ne reconnaissais pas. Les banques réceptrices étaient aux îles Caïmans, réputées pour leur loi sur la confidentialité et leur résistance aux enquêtes internationales. Chaque transfert avait été autorisé avec les identifiants de mon mari pendant les périodes où Marc était assis en face de moi au dîner ou dormait à mes côtés dans le lit. Le vrai Antoine était ailleurs, vidant systématiquement nos comptes pendant que son double loué me distrayait avec des imitations parfaites du bonheur domestique. Je traçais l'argent à travers 3 sociétés écrans, chacune enregistrée dans différentes juridictions, chacune menant à une autre impasse. LuxCorp International au Caïmans, Méridien Holdings au Panama, Apex Investment à Chypre, des structures d'entreprises conçues pour blanchir de l'argent et cacher des actifs à des personnes comme moi. La piste s'arrêta aux banques suisses dont les lois sur la confidentialité étaient légendaires. 15 ans d'économie, d'investissement et de planification financière minutieuse s'évanouissant dans des comptes numérotés que je pouvais voir mais ne pouvais pas toucher. L'ampleur du vol me rendit physiquement malade. 400 000 € de notre portefeuille d'investissement. 600 000 € de la ligne de crédit hypothécaire que nous n'avions jamais utilisée. Encore 300 000 € de divers comptes de retraite, le tout prélevé sous forme de prêts qui ne déclencheraient pas d'alertes immédiates. 1,3 million d'euros méthodiquement extraits pendant que je dormais à côté d'un étranger qui avait mémorisé mes préférences de café. Mais l'argent n'était que le début. Lorsque j'accédais à ma base de données clients professionnels, je trouvais quelque chose de pire. Les enregistrements de connexion montraient des accès depuis des adresses IP que je ne reconnaissais pas. Des téléchargements de données financières sensibles provenant de 3 audits d'entreprises majeures que j'avais menés. Des informations qui, entre de mauvaises mains, pourraient faciliter des délits d'initiés valant des dizaines de millions. Je consultai le profil professionnel de Mathilde Leroy. Représentante commerciale pharmaceutique semblait maintenant être une couverture. Son LinkedIn montrait des liens avec plusieurs gérants de fonds spéculatifs, du genre qui opèrent dans des zones grises légales et ne sont pas regardants sur l'origine de leurs informations. Son historique de voyage sur les réseaux sociaux correspondait parfaitement à des transactions suspectes sur des actions pharmaceutiques qui avaient eu lieu juste avant des annonces majeures de la NSM. Ils ne se contentaient pas de me voler. Ils utilisaient ma réputation, mon accès, mes relations clients pour commettre des crimes fédéraux. Chaque connexion non autorisée, chaque fichier volé, chaque transaction suspecte serait attribuée à mes identifiants. Si cela était découvert, je ne perdrais pas seulement de l'argent. Je perdrais ma licence, ma carrière, potentiellement ma liberté. J'avais besoin d'une aide au-delà de ce que Sophie pouvait fournir. Claire Moreau répondit au 3e appel, sa voix rauque de sommeil. Nous étions amies depuis qu'elle était une procureure ambitieuse et que je témoignais en tant qu'experte dans des affaires de fraude. Son divorce avec un juge qui acceptait des pots de vin avait mis fin à sa carrière au parquet, mais avait affiné sa compréhension de la façon dont le système échouait aux femmes qui découvraient que leurs maris étaient des criminels. Léa, il est 7 heures du matin un dimanche. J'ai besoin de ton aide. Peux-tu me rejoindre à mon bureau ? Quelque chose dans ma voix devait l'avoir transmis l'urgence. 20 minutes, dit-elle et raccrocha. Claire arriva, l'air d'avoir enfilé les premiers vêtements qu'elle avait trouvés. Ses instincts de procureur toujours aiguisés malgré 3 ans en cabinet privé. Je lui montrai tout. Les virements financiers,
les données clients volées, les photographies du contenu de la mallette de Marc. Elle étudia les preuves avec l'intensité concentrée qui avait autrefois rendu les avocats de la défense nerveux. C'est sophistiqué, dit-elle finalement. Vol d'identité de niveau professionnel combiné à de la fraude financière et de l'espionnage industriel. Mais voici ton problème. Tout est techniquement autorisé. Les identifiants de ton mari ont été utilisés. Ces données biométriques, ces mots de passe. Sans prouver qu'il n'était pas réellement présent lors de ces transactions, tu te retrouves dans une situation de « il a dit, elle a dit ». Mais j'ai la preuve que Marc Duval l'a impersonné. Un acteur qui pourrait prétendre avoir été engagé pour une raison légitime. Peut-être qu'Antoine voulait te faire une surprise. Peut-être que c'était pour une recherche. Sans Antoine ici pour contredire cette histoire, et avec lui vraisemblablement prêt à tout nier depuis l'endroit où il se cache, les autorités n'agiront pas assez vite. Au moment où elles enquêteront, l'argent aura disparu et les preuves s'évaporeront. Mon téléphone vibra. Pas mon téléphone habituel, mais celui crypté que Sophie m'avait donné. Je l'avais laissé caché dans le tiroir de mon bureau. La notification montrait un nouveau message sur une application que je ne reconnaissais pas. Claire se pencha pendant que je l'ouvrais. Un seul SMS d'un numéro inconnu. Vérifie l'ancien téléphone d'Antoine. Je regardais Claire. Qui d'autre est au courant de ça? Quelqu'un qui veut que tu trouves quelque chose, dit-elle. Ça ressemble à des petits cailloux. Nous sommes retournés à mon appartement ensemble. Marc était toujours à la salle de sport, sa routine du dimanche aussi prévisible qu'une horloge. Je suis allé directement au bureau d'Antoine, vers le tiroir du bureau où il gardait de vieux appareils électroniques qu'il prétendait recycler mais ne jetait jamais. Son ancien iPhone était là. L'écran fissuré depuis qu'il l'avait laissé tomber en sortant d'un taxi il y a 6 mois. J'ai appuyé sur le bouton d'alimentation sans m'attendre à rien. L'écran s'est allumé. 5% de batterie mais vivant. Le téléphone avait reçu des messages pendant des mois alors qu'il était censé être cassé. J'ai ouvert les messages avec des doigts tremblants. Il y avait une conversation avec Mathilde Leroy remontant à 8 mois. Des plans, des photos et des détails qui m'ont glacé le sang. La femme ne se doute de rien, avait écrit Antoine il y a 3 mois. Marc est parfait. Le temps qu'elle comprenne, nous serons intouchables. Le message le plus récent datait d'hier. Demain, nous finalisons tout. Notre endroit habituel à Paris, puis nous disparaîtrons pour toujours. Claire fixa l'écran du téléphone, son esprit de procureur construisant déjà le dossier. Demain, c'est lundi. S'il prévoit de tout finaliser, nous devons agir ce soir. Je sentis quelque chose changer en moi. La peur et la confusion se cristallisaient en une froide détermination. La même concentration qui m'aidait à démêler des stratagèmes de fraude de plusieurs millions allait maintenant protéger ce qui restait de ma vie. Je tendis le téléphone à Claire et me dirigeai vers mon ordinateur portable avec une nouvelle détermination. « Que fais-tu » demanda Claire. Antoine a peut-être volé mon argent, mais il a oublié que c'est moi qui sais comment le retrouver. Mes doigts volèrent sur le clavier, créant quelque chose de beau dans sa simplicité. Un virus financier déguisé en document d'investissement de routine qui apparaîtrait dans notre stockage cloud partagé. Le code était élégant, conçu pour s'activer au moment où quelqu'un accédait à nos comptes joints depuis une adresse IP internationale. Une fois déclenché, il gèlerait chaque transaction, bloquerait tous les comptes associés et alerterait simultanément les enquêteurs fédéraux d'une activité suspecte. Est-ce légal? Claire regarda par-dessus mon épaule. C'est mon propre compte. Je protège mes biens contre le vol. Complètement légal. J'incorporais le virus dans des fichiers intitulés « Revue des investissements T3 » et « Documents fiscaux 2024 ». L'arrogance d'Antoine serait sa perte. Il vérifiait toujours nos investissements avant de prendre des décisions importantes. Une habitude de ces jours de banquier que même le crime n'avait pas brisée. La porte de l'appartement s'ouvrit. Marc était de retour de la salle de sport, sifflant quelque chose d'atonal. Claire et moi échangeâmes un regard. Elle comprit immédiatement, glissant le téléphone d'Antoine dans son sac à main pendant que je fermais mon ordinateur portable. « Tu travailles encore le dimanche ?» Marc apparut dans l'embrasure de la porte.
Sac de sport sur l'épaule. Une sueur parfaite sur son front. Tu devrais vraiment faire une pause. Je termine juste, dis-je, ma voix stable. Claire est passée pour discuter d'une affaire sur laquelle nous collaborons. Il hocha la tête vers Claire avec un charme exercé. Heureux de te voir. Resteras-tu pour le déjeuner? En fait, dis-je en me levant. Je pensais que nous pourrions déjeuner à ce petit restaurant à Montmartre. Tu sais, celui où nous sommes allés après notre lune de miel. Ils avaient ce poulpe grillé incroyable. Le sourire de Marc ne vacilla pas, mais je vis le flash de panique dans ses yeux. Nous n'étions jamais allés à Montmartre ensemble. Le vrai Antoine et moi avions fait notre lune de miel à Santorin, pas en France comme je l'avais mentionné. Mais Marc ne le savait pas. Montmartre, répéta-t-il, gagnant du temps. Le petit bistrot où nous avons dansé jusqu'à l'aube. Tu as dit que c'était la nuit la plus romantique de ta vie. Claire regarda notre échange comme un match de tennis, reconnaissant le test que j'administrais. La mâchoire de Marc se serra presque imperceptiblement. Bien sûr, dit-il finalement, mais je pensais qu'il était fermé pour rénovation. Une fabrication complète pour masquer son ignorance. L'endroit que je décrivais n'existait pas. Je souriais chaleureusement, jouant la femme dévouée tout en documentant une autre fissure dans sa performance. Tu as probablement raison. Commandons simplement de la cuisine thaïlandaise à la place. Le soulagement dans ses épaules était visible. Claire s'excusa, emportant l'épreuve avec elle. Pendant que Marc se dirigeait vers la douche, je passai 3 appels téléphoniques qui mettraient le feu au plan soigneusement construit d'Antoine. D'abord, Robert Chevalier, PDG des Industries Chevalier et le plus gros client d'Antoine. Je gardais un ton conversationnel, concerné, mais pas alarmé. Robert, je suis désolé de vous déranger un dimanche, mais j'ai remarqué une activité inhabituelle dans le portefeuille d'investissement de votre entreprise en examinant des comptes adjacents. Rien de grave, probablement juste une erreur administrative, mais vous voudrez peut-être demander à votre équipe d'y jeter un œil. La graine du doute plantée, arrosée juste assez d'inquiétude pour déclencher un audit interne qui découvrirait des écarts remontant à l'accès non autorisé d'Antoine. Deuxième appel, Jeanne Dupont chez Capital Phoenix. Même approche, angle différent. Un transfert mystérieux qui ne correspondait pas à leurs schémas habituels. Si étrange, probablement rien, mais ça vaut le coup de vérifier. Troisième, David Martin chez Meridian Finance. D'ici lundi matin, 3 grandes entreprises découvriraient des failles de sécurité qui toutes remontaient aux identifiants associés à Antoine Mercier. Mon téléphone sonna alors que je terminais le 3e appel. L'identification de l'appelant affichait l'établissement d'hébergement pour personnes âgées de ma mère en Normandie. Ma poitrine se serra. Les appels du dimanche après-midi signifiaient généralement des urgences médicales. Madame Chin, la voix appartenait à Brigitte, la directrice de l'établissement. Votre mère va bien, mais elle est assez agitée. Elle insiste sur le fait que quelqu'un ment à propos de la visite de votre mari. J'arrive tout de suite. Le trajet jusqu'en Normandie prit 90 minutes. Marc croyait que je gérais une crise de médicaments de ma mère. L'établissement était niché parmi des arbres qui commençaient tout juste à dorer. Un cadre paisible pour des vies dans leur dernier chapitre. La chambre de ma mère donnait sur le jardin, des photos couvrant chaque surface, ses souvenirs rendus tangibles. Léa. Elle me prit les mains dès que j'entrai, sa poigne plus forte que ne devrait le permettre ses 82 ans. Cette femme ment. Je lui ai dit qu'Antoine était venu le mois dernier, mais elle dit qu'il n'y a aucune trace. Brigitte se tenait dans le coin, l'air désolé. Le registre des visiteurs ne montre aucune entrée, mais Madame Chin est catégorique. La démence de ma mère en faisait un témoin peu fiable dans la plupart des situations, mais elle avait des moments d'une clarté surprenante, surtout à propos d'événements récents. Parle-moi de sa visite, maman. Il est venu un jeudi. Je m'en souviens parce que c'était le jour du pudding. Il a posé des questions sur l'assurance vie de ton père. Il voulait savoir s'il y avait d'autres polices que celles que tu connaissais. Je lui ai parlé de la police de la Mutuelle du Nord, celle dont ton père ne t'avait jamais parlé. Antoine a dit qu'il voulait s'assurer que tu étais protégé. Mon sang se glaça. Il y avait eu une autre police, une que je n'avais découverte qu'après la mort de papa.
500 000 € qui avaient servi à payer les soins de maman. Peu de gens en étaient au courant. A-t-il demandé autre chose? Le coffre-fort. Il voulait savoir quelle banque, ce qu'il y avait dedans. Je lui ai parlé de la collection de pièces de ton père, celles qu'il pensait être précieuses un jour. Je l'embrassai sur le front, promettant de revenir bientôt, et entrer dans le couloir avec Brigitte. Vérifiez vos images de sécurité du mois dernier. Chaque jeudi. Brigitte ouvrit les fichiers sur sa tablette. Nous fîmes défiler des semaines d'images. Des résidents qui allaient et venaient, des familles en visite, des changements de personnel. Puis il était là. Le 15 août, 14h47. Antoine franchissant la porte d'entrée, signant le registre des visiteurs, passant 43 minutes avec ma mère. Mais le registre que Brigitte avait consulté, la feuille de présence physique, photographiée et archivée. Le nom d'Antoine n'y figurait pas. La page montrait un vide, comme si cette ligne avait été complètement sautée. Il l'a signé, dit Brigitte, stupéfaite. Je l'ai vu signer. Quelqu'un avait modifié numériquement l'image archivée, supprimant sa signature avec une précision chirurgicale, mais il n'avait pas pensé à vérifier les images de sécurité. Antoine planifiait cela depuis des mois, recueillant des informations sur chaque actif, chaque police, chaque source d'argent possible. Il avait même ciblé ma mère, exploitant ses souvenirs confus pour des détails financiers. Je rentrais de Normandie avec les images de sécurité du foyer de ma mère enregistrées sur mon téléphone. Une autre pièce à conviction dans la montagne grandissante de la tromperie d'Antoine. La circulation du dimanche soir était lente, me donnant le temps de digérer la cruauté calculée de la visite à ma mère, extrayant des informations financières d'une femme dont l'esprit dérivait entre les décennies comme une radio cherchant des signaux. Mon téléphone vibra avec un message de Chloé. Son vol avait atterri à Roissy-Charles de Gaulle il y a 3 heures. Les photos jointes me firent serrer les mains sur le volant. Antoine et Mathilde au bureau de change de l'aéroport, sa main sur le bas de son dos avec une intimité décontractée. Une autre photo les montrait montant dans un taxi. La tête de Mathilde penchée vers son épaule. Tous deux riant de quelque chose sur son téléphone. L'horodatage indiquait 16h47 heure de Paris. La photo suivante me coupa le souffle un instant. Il se tenait au comptoir de la réception de l'hôtel Lancaster sur les Champs-Élysées, un endroit où les chambres commençaient à 800 € la nuit. Mathilde portait un bracelet en diamant que je reconnaissais. Celui qu'Antoine était censé avoir acheté pour le 70e anniversaire de sa mère il y a 6 mois. Le langage corporel entre eux parlait d'un confort exercé, le genre qui se développe sur des années, pas des mois. La façon dont elle ajustait son col, la façon dont il la guidait dans le hall avec une confiance possessive. Ce n'était pas une liaison récente. C'était une relation qui aurait pu précéder notre mariage entier. J'entrai dans le parking de notre immeuble à 20h30 pour trouver Marc faisant les 100 pas près de l'ascenseur, son téléphone pressé contre son oreille. Quand il me vit, son visage se réarrangea en inquiétude, mais pas assez vite pour cacher le flash d'anxiété en dessous. « Ah, te voilà, dit-il, mettant fin brusquement à son appel. Je commençais à m'inquiéter. « Comment va ta mère ? » Elle va bien, juste confuse à propos de vieux documents financiers. Je le regardais digérer cela, vis le léger relâchement de ses épaules quand je n'élaborais pas. De retour dans notre appartement, je pris une décision qui allait soit tout exposer, soit détruire ma chance de justice. Assise en face de Marc à notre table de salle à manger, je sortis mon téléphone avec une décontraction délibérée. Je pensais, dis-je, faisant défiler mon calendrier. Notre anniversaire approche le mois prochain. 8 ans depuis ce dîner où nous nous sommes rencontrés. Marc hocha la tête, sa formation d'acteur gardant son expression neutre malgré le fait qu'Antoine et moi étions mariés depuis 7 ans, pas 8. Un autre test raté. Je veux faire quelque chose de spécial. Une fête surprise mardi matin avant l'ouverture des marchés. Invite tous tes collègues du cabinet, tes plus gros clients. Montre-leur l'appartement. Sers du champagne et ces petites pâtisseries de cette boulangerie française que tu aimes. Ses yeux scintillèrent de confusion. Mardi matin. C'est un timing inhabituel pour une fête. Tu as toujours dit que les meilleures affaires se faisaient avant le petit déjeuner. De plus, ce serait mémorable. Différent.
Je consultais mes contacts, laissant l'enthousiasme colorer ma voix. Je m'occupe de tout. Tu n'as qu'à envoyer les invitations ce soir. Fais en sorte que ça sonne exclusif, urgent. Dis-leur qu'il est important qu'ils viennent. Marc hésita, essayant clairement de savoir si cela faisait partie de son script ou de quelque chose d'inattendu. Mais refuser briserait son personnage et maintenir sa couverture était primordial. Si c'est ce que tu veux, dit-il finalement. Parfait. Envoie-les maintenant pendant que je prépare le dîner. Je veux voir leur réponse. Je le regardais composer le message sur son téléphone, ses doigts bougeant à contre-cœur sur l'écran. Collègues de banque d'investissement, clients majeurs, des gens dont la présence serait impossible à expliquer lorsque les agents fédéraux arriveraient. En quelques minutes, les réponses commencèrent à affluer. Confusion mêlée d'accords. Quand Antoine Mercier demandait votre présence, vous vous présentiez. En préparant notre dernier dîner ensemble, je ressentis une vague inattendue de sympathie pour Marc Duval. C'était un acteur raté de Montreuil qui avait pensé qu'il avait sa chance, jouant un rôle pour ce qu'il supposait probablement être une émission de télé-réalité ou une farce élaborée. Au lieu de cela, il était devenu complice de crimes fédéraux. Piégé dans une performance où les enjeux étaient des peines de prison, pas de mauvaises critiques. Je fis du saumon avec des asperges. Simple et rapide. Marc était assis à l'îlot de la cuisine, maintenant l'illusion de la normalité domestique alors que nous savions tous les deux que quelque chose avait fondamentalement changé. Le script qu'il avait mémorisé ne correspondait plus à la scène jouée. Du vin, j'offris, brandissant une bouteille du Malbec que nous partagions habituellement le dimanche soir. Il secoua rapidement la tête. Je ne me sens pas bien. Je crois que je couvre quelque chose. La première fois en 3 mois qu'il refusait de l'alcool. Ses instincts criaient des avertissements, même si son esprit conscient n'avait pas encore pleinement traité le danger. Je me servis un verre, ayant besoin du courage liquide pour ce qui allait arriver. Marc, dis-je doucement, et tout son corps devint rigide. Je n'ai jamais appelé Antoine par le mauvais nom. Je sais qui tu es. Le silence s'étira entre nous comme une corde raide. Son visage passa par plusieurs émotions, surprise, peur, calcul, et finalement résignation. Quand il parla, l'accent anglais avait disparu, remplacé par un pur accent parisien. Depuis combien de temps le sais-tu ? Depuis mardi matin. Quand ma sœur a vu le vrai Antoine embarquer dans un avion pendant que tu étais assis dans notre salon. Il mit sa tête dans ses mains, le geste si sincèrement humain que ma colère vacilla. Je ne savais rien des crimes. Je veux dire, il a dit que vous étiez séparés, qu'il avait besoin de quelqu'un pour garder la maison, maintenir les apparences pour des raisons commerciales, il m'a payé 20 000 € en espèces pour le faire passer pour lui pendant 3 mois. Je trouvais ça bizarre mais légal. Tu as vraiment cru ça ? Je voulais y croire. Sa voix se brisa légèrement. J'ai auditionné pendant 15 ans, fait la plonge, conduit des camions de livraison, regardé des acteurs plus jeunes obtenir les rôles que je voulais. Puis ce type arrive, m'offre plus d'argent que je n'en ai jamais vu pour jouer un rôle. Je n'ai pas posé de questions parce que je ne pouvais pas me le permettre. Mon téléphone vibra avec un SMS de Claire. La police judiciaire se déplace demain matin. Tout est en place. Je regardais Marc, cet étranger qui avait dormi dans mon lit, mangé à ma table, participé à une tromperie qui avait détruit ma vie. Mais assise en face de lui maintenant, voyant la défaite dans ses épaules, je reconnus une autre victime de la manipulation d'Antoine. Demain matin, les agents fédéraux vont arriver. Les personnes que tu as invitées seront là pour en être témoins. Tu peux soit être arrêté en tant que co-conspirateur, soit coopérer en tant que témoin. Témoin, dit-il immédiatement. Mon Dieu, témoin. J'ai des documents, des enregistrements. Il m'a fait tout garder au cas où tu te douterais de quelque chose. Il a dit que c'était une assurance. Marc passa la nuit sur notre canapé après m'avoir montré une clé d'un garde-meuble où il avait tout gardé. Contrat, enregistrement d'appels téléphoniques avec Antoine, instructions détaillées pour maintenir la tromperie. Nous n'avons pratiquement pas dormi, tous les deux attendant l'aube qui mettrait fin à cette performance élaborée. À 5h47, mon téléphone sonna. Ils les ont eus, dit Chloé, sa voix portant un mélange d'épuisement et de satisfaction.
La police française les a arrêtés à Roissy-Charles de Gaulle. Ils essayaient d'embarquer sur un vol de correspondance pour la Suisse. Je l'ai mis sur haut-parleur pour que Marc puisse entendre. Il se redressa sur le canapé, la couverture que je lui avais donnée autour de la taille, ressemblant à un homme sur le point d'entendre son propre verdict. L'arrestation a été dramatique, continua Chloé. Ils étaient dans le salon premium quand la police est arrivée. Mathilde a commencé à pleurer, affirmant qu'elle ne savait rien des crimes. Mais Antoine, son sang-froid a finalement cédé. Il a essayé de s'enfuir. Ils l'ont plaqué juste là, devant tout le monde. Quelqu'un l'a filmé. C'est déjà sur les chaînes d'information européennes. Marc ferma les yeux, réalisant peut-être à quel point il avait failli se retrouver menotté lui-même. Je me dirigeai vers la cuisine et commençai à faire du café, mes mains stables malgré l'adrénaline qui parcourait mon système. L'appartement allait bientôt se remplir de témoins du couronnement de la tromperie d'Antoine. À 7h30, les premiers invités commencèrent à arriver. Robert Chevalier des Industries Chevalier, l'air confus mais curieux. Jeanne Dupont de Capital Phoenix, vêtue impeccablement malgré l'heure inhabituelle. David Martin, plusieurs associés juniors du cabinet d'Antoine, des clients dont les portefeuilles représentaient des milliards d'actifs gérés. Ils se regroupèrent dans notre salon, acceptant le café et faisant des petits bavardages maladroits sur l'urgence mystérieuse de l'invitation. Ça a intérêt à en valoir la peine, Antoine, dit Robert à Marc, qui se tenait figé près de la fenêtre. J'ai annulé une réunion de petit déjeuner avec toute mon équipe. Marc me regarda, la panique évidente dans ses yeux. Le script ne l'avait pas préparé à cela. Je m'avançai, jouant l'hôtesse gracieuse une dernière fois. Merci à tous d'être venus. Je sais que le timing est inhabituel, mais vous comprendrez dans un instant pourquoi votre présence est si importante. À 7h58, j'entendis des pas dans le couloir. Plusieurs pas se déplaçant avec détermination. Marc les entendit aussi, son visage pâlit. La sonnette retentit une fois, formellement suivie immédiatement par des coups fermes. Agents fédéraux, nous avons un mandat. La pièce éclata en murmures confus alors que j'ouvrais la porte. 6 agents de la police judiciaire entrèrent. Leur présence transformant immédiatement notre appartement d'un rassemblement social en scène de crime. L'agent principal, une femme aux cheveux gris acier et aux yeux qui ne rataient rien, brandit ses insignes. Agent Sarah Lambert, brigade financière de la PJ. Nous recherchons Antoine Mercier. C'est moi, dit Marc, son accent parisien transperçant la façade anglaise. Sauf que ce n'est pas moi. Je veux dire. Il regarda l'agent Lambert avec un soulagement désespéré. Je veux coopérer. J'ai des preuves. J'ai été engagé pour l'imiter. La pièce devint silencieuse, sauf la tasse de café de quelqu'un qui frappa une soucoupe trop fort. La bouche de Robert Chevalier s'ouvrit et se ferma comme un poisson cherchant de l'air. Jeanne Dupont sortit son téléphone, calculant probablement l'exposition de son cabinet à ce qui se déroulait. Monsieur Duval, dit clairement l'agent Lambert, connaissant déjà son vrai nom. Vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue de commettre une fraude, un vol d'identité et du blanchiment d'argent. Alors qu'il me notait Marc, il me regarda avec quelque chose qui ressemblait à de la gratitude. Le garde-meuble sur le boulevard du Queens, dit-il rapidement. Unité 447. Tout est là. Pendant que les agents lisaient ses droits à Marc, mon ordinateur portable sonna avec une notification que j'attendais. Le virus financier s'était activé. Sur mon écran, je vis en temps réel les comptes aux îles Caïmans, en Suisse et à Chypre gelés simultanément. 47 millions d'euros de fonds volés bloqués dans l'ambre numérique. Les registres de transactions automatiquement transférés aux procureurs fédéraux, à l'administration fiscale, à l'AMF. Chaque agence qu'Antoine pensait avoir échappé avait maintenant un dossier complet de ses crimes. Madame Mercier, l'agent Lambert s'approcha de moi pendant que son équipe sécurisait Marc. Nous aurons besoin de vous pour une déclaration officielle. Bien sûr, mais d'abord, ces personnes méritent de savoir pourquoi elles sont ici. Je pris mon téléphone, trouvant l'enregistrement de l'appel de Chloé de mardi matin. Sa voix emplit la pièce, claire et professionnelle. J'ai besoin de te demander quelque chose d'étrange. Ton mari,
Est-il à la maison en ce moment? L'enregistrement se déroula pendant ses premiers instants de découverte. Les cadres réunis écoutèrent avec une compréhension croissante, la compréhension se dessinant sur leurs visages. Ils n'étaient pas là pour une fête d'anniversaire. Ils étaient témoins du démantèlement d'une fraude massive qui aurait pu détruire leurs entreprises. Votre mari, agent Lambert, s'adressa à la pièce pendant que son équipe travaillait, a volé des secrets d'entreprise et facilité des délits d'initié en utilisant des informations obtenues grâce au travail d'expertise comptable judiciaire de sa femme. L'homme que vous avez rencontré ces 3 derniers mois était Monsieur Duval, engagé pour maintenir l'illusion pendant que le vrai Antoine Mercier tentait de fuir avec les actifs volés. David Martin s'enfonça dans notre canapé, calculant l'exposition de son cabinet. Jeanne Dupont était déjà au téléphone avec son équipe juridique, mais Robert Chevalier s'approcha de moi, son expression passant du choc à quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. Vous avez compris. Vous avez monté ça. J'acquiesçai, soudain épuisé. Il comptait sur le fait que je ne le remarquerais pas, ou que je ne pourrais pas le prouver si je le faisais. Les irrégularités d'audit que vous avez mentionnées dimanche étaient réelles. Vos systèmes ont été compromis, mais maintenant le FBI a tout ce dont il a besoin pour retracer exactement ce qui a été pris et comment. Le téléphone de l'agent Lambert vibra. Elle répondit, écoutez, puis me regarda. Les autorités françaises ont confirmé qu'elles ont Antoine Mercier et Mathilde Leroy en garde à vue. Ils seront extradés pour faire face à des accusations ici. L'appartement qui avait été notre maison, notre sanctuaire, était maintenant une scène de crime. Des agents photographiaient tout, recueillaient des preuves, traitaient notre vie commune comme des pièces à conviction dans une affaire fédérale. Les témoins réunis partirent progressivement, chacun s'arrêtant pour offrir des condoléances maladroites ou une gratitude confuse. Alors que le dernier agent se préparait à partir, l'agent Lambert me tendit une carte. Nous aurons besoin de votre témoignage. Votre travail d'expert, le virus que vous avez créé pour suivre l'argent, c'est le fondement de notre affaire. Je serai là, dis-je, le pensant. L'appartement redevint silencieux. Je me tenais dans notre cuisine, entouré des vestiges de la dernière performance de Marc, sa tasse de café toujours sur le comptoir, la couverture qu'il avait utilisée sur le canapé, les notes qu'il avait cachées dans tout l'appartement pour se souvenir de ses répliques. Des accessoires dans une pièce qui avait enfin pris fin. Mon téléphone vibra avec une alerte d'actualité. Vidéo de Roissy-Charles de Gaulle, tremblante mais claire. Antoine me notait, son sang-froid parfait brisé, étant conduit à travers l'aéroport tandis que les voyageurs s'arrêtaient pour regarder. Mathilde à côté de lui, son maquillage de créatrice maculé de larmes, son rêve parisien se terminant en garde à vue de la police française. Je regardais la vidéo une dernière fois avant de fermer mon ordinateur portable. L'arrestation d'Antoine diffusée dans des images granuleuses de l'aéroport qui était devenu le clip le plus regardé sur les chaînes d'information financière. L'horodatage dans le coin indiquait il y a 6 mois, mais j'avais l'impression qu'une vie entière s'était écoulée depuis ce mardi matin où mon monde s'était divisé en 2. L'appartement était vide autour de moi maintenant. Nos meubles vendus ou donnés, les murs portant des rectangles pâles là où des œuvres d'art avaient autrefois été accrochées. Les déménageurs avaient pris les dernières boîtes hier, ne laissant que les échos d'un mariage qui avait été plus une performance qu'un partenariat. Je me tenais aux fenêtres surplombant Paris, les clés lourdes dans ma main, attendant le gérant de l'immeuble, qui en prendrait possession dans 20 minutes. La procédure de divorce avait avancé à une vitesse inhabituelle une fois que les procureurs fédéraux eurent présenté leur dossier. L'avocat d'Antoine, travaillant depuis un centre de détention français tout en luttant contre l'extradition, avait peu de poids face aux preuves de fraude, de vol d'identité et de complot. Le juge, une femme qui avait vu suffisamment de crimes financiers pour reconnaître un comportement prédateur, avait été particulièrement peu compréhensive envers un mari qui avait engagé un acteur pour se remplacer tout en liquidant les biens matrimoniaux. Le règlement me laissa plus que ce à quoi je m'attendais. Le produit de la vente de l'appartement, les fonds récupérés des comptes gelés et les dommages-intérêts que la compagnie d'assurance d'Antoine paya plutôt que de faire face à un procès public. L'argent ne pouvait pas racheter 3 mois passés à dormir à côté d'un étranger ou 7 ans passés avec un homme capable d'une telle tromperie, mais il pouvait acheter la liberté de reconstruire. Mon téléphone sonna, affichant un rappel de rendez-vous client. L'ironie ne m'échappait pas que mon traumatisme était devenu ma spécialité.
Le bureau que j'avais loué dans le quartier du Marais portait une simple plaque en laiton. Consulting Léa Chin, expertise judiciaire, spécialiste en protection des actifs matrimoniaux et vérification d'identité. Ce qui avait commencé par des références de bouche à oreille s'était transformé en une liste d'attente de femmes qui soupçonnaient que leur réalité avait été manipulée. Pas plus tard que la semaine dernière, j'avais aidé une chirurgienne du 8e arrondissement à découvrir que son mari, marié depuis 15 ans, utilisait la technologie deepfake pour apparaître à des congrès médicaux tout en dirigeant en réalité un cabinet séparé à Marseille. La semaine précédente, une productrice de théâtre avait appris que son conjoint avait engagé 3 sosies différents pour maintenir des alibis dans plusieurs villes. Chaque cas donnait l'impression d'excaver des couches de tromperie avec les mêmes outils qui m'avaient sauvé la vie. Le gérant de l'immeuble arriva, acceptant les clés avec un détachement professionnel. Alors que je descendais en ascenseur pour la dernière fois, mon téléphone vibra avec un SMS de Chloé. Chez Giovanni à 19h. C'est moi qui régale. Le restaurant Giovanni n'avait pas changé en 40 ans. Servant toujours les mêmes recettes de sauce tomate que notre grand-mère avait déclarées comme la seule cuisine italienne acceptable en dehors de Naples. Les banquettes en vinyle restaient rapiécées avec du ruban adhésif. Les nappes à carreaux portaient des décennies de taches de vin et le fils du propriétaire ne savait toujours pas prononcer correctement bruschetta, malgré être italien de 3e génération. Chloé attendait à notre banquette d'angle habituelle. Une bouteille de Chianti déjà ouverte. Elle se leva en me voyant, me serrant dans ses bras plus longtemps que nécessaire. Nous nous étions rapprochés à travers cette épreuve. Le traumatisme partagé créant un lien qui allait au-delà de la sororité. Tu l'as fait, dit-elle, versant du vin dans des verres qui semblaient avoir survécu aux 2 guerres mondiales. L'appartement est vraiment parti. J'ai remis les clés il y a 20 minutes. Je pris une gorgée. Le vin bon marché avait le goût des dîners du dimanche de l'enfance. C'est étrange. 7 ans effacés en un après-midi. Pas effacés, transformés. Chloé leva son verre. À la femme qui a découvert que son mari était à 2 endroits à la fois et a démantelé un réseau de fraude internationale. Au pilote qui a passé l'appel téléphonique qui m'a sauvé la vie, ripostai-je. Nous bûmes, le rituel étant plus important que le vin. Chloé avait porté le fardeau de la culpabilité à propos de ce matin-là pendant des mois. Convaincue qu'elle avait détruit mon mariage avec un seul appel téléphonique. J'essayais d'expliquer qu'elle avait révélé la destruction, pas causé. Mais la culpabilité du survivant ne répond pas bien à la logique. J'ai quelque chose pour toi, dit-elle, sortant une enveloppe de son sac à main. Elle est arrivée à mon immeuble hier, adressée à toi, à mon attention. L'adresse de l'expéditeur indiquait Clermont-Ferrand. L'écriture de Marc Duval, soignée et précise. Je l'ouvris lentement, pas sûr de vouloir entendre parler de l'homme qui avait vécu ma vie pendant 3 mois. Chère Léa, commença la lettre. Je voulais vous contacter maintenant que les procédures judiciaires sont terminées. Tout d'abord, merci de ne pas avoir porté de charges supplémentaires. La PJ avait suffisamment de preuves sans votre témoignage pour me donner l'approbation et des travaux d'intérêt général au lieu de la prison. J'enseigne des cours d'acteur dans un lycée technique ici. Utilisant enfin mes compétences pour quelque chose d'honnête. Je raconte à mes étudiants ces 3 mois, comment la meilleure performance de ma vie a aussi été la pire chose que j'ai jamais faite. Certains rôles, je leur dis, ne valent pas la peine d'être joués, peu importe combien ils rapportent. Je pense parfois à vous, me demandant comment on se remet de ce qu'Antoine a fait. Puis je lis à propos de votre nouveau cabinet, à propos des femmes que vous aidez, et je comprends que vous avez transformé le poison en médicament. C'est une force que je ne connaissais pas. Le garde-meuble contenait un objet que je n'ai pas donné à la PJ. Une photo de votre mariage qui se trouvait dans le dossier d'instruction d'Antoine. Vous aviez l'air vraiment heureuse. Je suis désolée d'avoir contribué à vous enlever cela. J'espère qu'un jour vous trouverez quelque chose de réel pour remplacer ce qui a été volé. Avec mes sincères regrets et ma véritable admiration, Marc Duval. Je pliai la lettre. À l'intérieur de la lettre se trouvait la photographie, Antoine et moi coupant notre gâteau de mariage. Nous rions tous les 2 de quelque chose hors champ. J'étudiais mon moi plus jeune, essayant de me souvenir de ce qui avait été assez drôle pour causer une joie aussi authentique.
Le souvenir ne venait pas, il semble sincèrement désolé, observa Chloé, lisant par-dessus mon épaule. Il était aussi une victime, à sa manière. Antoine a détruit plusieurs vies en poursuivant de l'argent qui est maintenant gelé sous la garde fédérale. Je remis la photo dans l'enveloppe. Marc a juste eu le malheur d'être assez désespéré pour accepter le rôle. Nous commandâmes nos pâtes arrabbiata habituelles pour moi. Linguine vongole pour Chloé avec suffisamment de pain à l'ail pour inquiéter un cardiologue. Les saveurs familières avaient le goût de la maison, de la continuité dans une vie qui avait été complètement réinventée. Et ensuite, demanda Chloé, enroulant les pâtes avec une facilité exercée. Rebecca Lefebvre demain. PDG d'une start-up technologique. Elle pense que son mari pourrait utiliser l'IA pour simuler des voyages d'affaires. Puis jeudi, l'affaire du bois. Je voulais dire pour toi, pas ton travail. Je considérais la question, la laissant s'asseoir entre nous comme un autre convive. Il y a 6 mois, j'avais pensé que mon avenir était tracé dans une prévisibilité confortable. Maintenant, à 37 ans, j'étais célibataire, réussissant dans un domaine que j'avais inventé, et complètement incertaine de tout sauf de mon prochain rendez-vous client. Je ne sais pas, admis-je, me surprenant par mon honnêteté. Et c'est étrangement libérateur.